Pourquoi et comment innover pour réparer la planète ? Bienvenue dans Bâtiments du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, je reçois Rodolphe Debord, directeur de l'innovation et de la renaissance écologique chez Rabot du Tilleul. En tant qu'expert du secteur du BTP, il nous explique comment le groupe digitalise son activité et en quoi des outils innovants et digitaux sont la clé pour avancer sur les enjeux du développement durable. Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Rodolphe. Bonjour Laurent. Rodolphe, merci de m'accueillir ici, en plein cœur de Lille, au pied d'un immeuble qu'on appelle le Chèque. Alors, je dois l'avouer, très design, qui par ailleurs a une vraie particularité d'un point de vue écologique, puisqu'il a été éco-conçu. C'est bien ça, Rodolphe ? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un immeuble qui est encore en construction, qui a été fait par Nacara et construit par Rabot du Tilleul Construction, sur un concours qui a été gagné il y a 2-3 ans. L'architecture, c'est Philippe Chiambaretta qui l'a faite et on en est assez fiers. Je crois que c'est notre plus gros bâtiment. C'est le deuxième plus gros bâtiment d'Ora-Lille. C'est le plus gros qu'on ait en ce moment, donc c'est effectivement quelque chose d'important. Et on a aussi mis le paquet sur le sujet développement durable, éco-conception. En fait, on met le paquet sur à peu près tous nos projets. On a développé un outil en interne qui nous sert de méthode, de fil rouge depuis une dizaine d'années. Ouais. Et celui-là a poussé les taquets un peu loin en matière de biodiversité, en matière de gestion énergétique, en matière de smart building, comme on dit maintenant. Donc ouais, il est assez intéressant, mais en même temps, c'est pas un showroom non réplicable, c'est plutôt un bâtiment emblématique qui est réplicable. Ok. Alors, on est rentré dans le vif du sujet, mais j'ai oublié de préciser qu'au sein de Rabot du Tilleul, tu es le directeur de l'innovation et de la renaissance écologique. Ça consiste en quoi finalement cette mission ? Alors, d'abord, effectivement, c'est un poste qui est chez Rabot du Tilleul, mais qu'on partage avec une autre entreprise qui est le groupe Tisserand, puisque quand je suis arrivé chez Rabot du Tilleul, Nacara était la propriété, en tout cas filiale majoritaire du groupe Rabot du Tilleul, et depuis l'an passé, c'est devenu Rabot du Tilleul est devenu l'actionnaire minoritaire, et l'actionnaire majoritaire, le groupe Tisserand, a conclu un deal de partage de compétences sur l'innovation et sur anciennement le développement durable. Donc à mon égard, on a créé une structure commune et je travaille pour les deux, mais puis avec Nacara, 3 sociétés. Donc hyper transversal. C'est la transversalité parce qu'on est vraiment sur toute la chaîne de valeur immobilière. Chez Tisserand, on va avoir des bailleurs sociaux, enfin un bailleur social, Tisserand Habitat. On va avoir des promoteurs, on va avoir des constructeurs de maisons individuelles, on va avoir des syndics. Et chez Rabot du Tilleul Construction, on va avoir des entreprises de construction, des monteurs d'opérations immobilières. Et donc le partage permet d'avoir des bonnes idées à gauche, de les tester à droite et vice-versa. Donc c'est très très riche sur les sujets d'innovation. Parce que le maître mot de l'innovation, c'est les rencontres improbables, c'est la transversalité. Donc si on reste dans son silo, on innove finalement très peu. Tiens, d'ailleurs, tu me parles d'innovation, c'est aussi la thématique de ce podcast, l'innovation en région. C'est quoi pour toi la définition de l'innovation ? Est-ce que c'est axé sur les hommes ? Est-ce que c'est axé sur les services, sur les produits ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? C'est tout ça à la fois. Alors chez nous, chez Rabot du Tilleul et chez Nacara, c'est beaucoup axé sur les humains quand même. On est vraiment une boîte avec une très très forte dimension humaine depuis 100 ans. Le leitmotiv de Rabot du Tilleul, c'est oser construire des vies plus belles. Et donc, non pas des villes, mais des vies. Voilà, donc il y a des sujets d'audace, de construction, etc. Et des vies, c'est parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la qualité de vie des humains qui vivent dans les bâtiments, qui vivent autour des bâtiments et qui ont construit le chantier. Voilà. Et si on peut apporter par l'innovation, par un goût esthétique, par un goût d'excellence, une vie meilleure pour ces gens-là, on est en plein dans notre mission. Alors des fois on y arrive très bien, et puis des fois on y arrive moins bien, mais ça fait partie de l'innovation. Et pour te répondre sur la définition, en fait il y a 2 parties qui sont très séparées dans l'innovation, selon moi. Il y a toute la partie état d'esprit. Est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on a les capacités de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant sans même trop savoir pourquoi. Voilà. C'est un peu l'idée de la transformation d'ailleurs. C'est surtout l'idée de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs, tous les gens qui créent des boîtes, ils ont ça en eux, presque comme les artistes. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a dans le bide, là, dans les tripes, et puis hop, on essaie de transformer. Ça, c'est presque la dimension créative. Alors c'est ce que tout le monde retient, c'est la dimension poétique du sujet. C'est presque pas le plus important. Le plus important, c'est si on sait pourquoi on innove et si on sent cette bulle d'innovation arriver, après, il faut s'organiser pour que ça sorte. Derrière, le vrai sujet de l'innovation, c'est de faire en sorte qu'on exécute parfaitement et pour d'autres cette idée-là. Donc, c'est surtout un travail d'organisation, c'est surtout un travail de sueur
pour que ça sorte, pour qu'une idée qui est faite en année N, elle soit exécutée, déroulée, qu'elle bénéficie au territoire, aux humains, aux clients, à la marge, à la planète 1 an plus tard. Rodolphe, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, tu écris « Notre avenir est avant tout écologique et humain ». Au sein de Rabot du Tilleul, comment allier les deux finalement ? Alors la dimension humaine, elle a 100 ans chez Rabot du Tilleul, chez Tisserand aussi d'ailleurs. Ouais. Le leitmotiv de Rabot du Tilleul, c'est oser construire des vies plus belles. Ouais. Donc ce qui compte, c'est tout ce qu'on fait pour les humains qui vont vivre dans nos bâtiments, pour les humains des territoires qui sont autour des bâtiments. Et aussi pour les humains les compagnons de chantier qui construisent le bâtiment ou la maîtrise d'œuvre qui les conçoit. Donc ça fait 100 ans que ça dure et ça risque pas de changer. Par contre, on est en 2021 et en 2021, si on n'a pas l'enjeu écologique et notamment le changement climatique ou la biodiversité en tête, c'est qu'il faut prendre de la juvamine. Et donc là maintenant on est vraiment sérieux sur ce sujet. Non, tu dis ça, tu as raison de préciser, il faut prendre de la juvamine parce que tu as dû convaincre, tu as dû montrer, prouver, c'est quelque chose qui s'accélère aussi, ce sujet-là ? En fait, c'est le cœur de mes fonctions sur l'innovation et la renaissance écologique. Mon rôle numéro 1, c'est de conseiller les dirigeants de l'entreprise d'innover pour réparer la planète. Oui. Parce que si on n'innove pas pour réparer la planète, on ne joue pas notre part, on ne fait pas notre colibri et chaque jour les risques de catastrophes, de cataclysmes climatiques s'amplifient. Et comme on est dans le BTP et qu'on a des solutions réelles, concrètes qui existent déjà d'un point de vue technologique et que notre responsabilité est dans le changement d'échelle, on a vraiment une responsabilité par rapport à ça. Et puis deuxièmement, ça ne suffit pas de conseiller les chefs, il faut aussi gagner des affaires avec le développement durable. Et en fait, à partir du moment où on a une attitude humble, où on s'ouvre à des innovations de partenaires extérieurs et qu'on veut servir l'intérêt du projet, l'intérêt du territoire et l'intérêt du client, on les trouve les solutions. Il n'y a pas d'histoire de surcoût, de complications. Si on veut le faire, eh bien ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a changé le titre du poste de développement durable à renaissance écologique. C'est que dans développement durable, on a presque l'impression qu'on le fait par hasard, l'écologie. C'est-à-dire qu'on a voulu gagner des sous et puis l'écologie, elle vient dans le tas. Et puis voilà. Je ne sais pas si c'est bullshit, mais j'y ai cru pendant longtemps, mais j'y crois plus du tout. D'accord. Et dans Renaissance écologique, qui est à l'origine un livre écrit par Julien Dossier, chez Actes Sud, je crois, en fait, c'est l'idée de concevoir son action économique pour réparer la planète. C'est ça l'objectif. Et à partir du moment où ça fait partie d'un des objectifs, où c'est l'objectif, en tout cas dans le BTP, on arrive à organiser la croissance des entreprises pour atteindre cet objectif-là. Oui, parce qu'il y a des grandes tendances, mais chez les donneurs d'ordre, est-ce que cette tendance, elle est partagée ? Est-ce que finalement, d'un point de vue économie circulaire ou encore RSE de l'entreprise, c'est un élément clé, un vrai élément clé pour prendre une décision quand un acteur du bâtiment, pour construire un immeuble ? Il y a de tout. En tout cas, la majorité des clients aujourd'hui, non. Ouais. Vraiment non. Ou vraiment insuffisamment. C'est-à-dire que le sujet, il est présenté. Et puis dès qu'on travaille un petit peu ensemble, dès qu'on veut creuser des sujets, et donc dès qu'il faut faire des choix, et donc choisir, c'est renoncer à des trucs habituels, souvent ça ne fonctionne pas. Par contre, on est vraiment sur la gaussienne de transition de l'innovation. Il y a de plus en plus de clients qui sont concernés par ce sujet, de directeurs généraux qui ont fait des formations climat comme les autres et qui se disent « Ouh là là, c'est important. Ouh là là, c'est important pour mes collaborateurs. Ouh là là, c'est important pour ma famille, pour mes clients à moi. » Et donc quand même, on a quand même une prise de conscience et une accélération des commandes, et notamment en politique. Et le BTP, c'est aussi un métier qui a trait avec la politique, soit noble, soit politicienne. On a quand même des sujets qui sont de plus en plus clairs. Donc il n'y a pas de hasard si la réglementation thermique, elle évolue très très rapidement très rapidement. Plutôt lentement mais sûrement et avec des taquets importants. Et là, la RE 2020, elle va marquer un changement significatif. Bon, c'est dommage qu'on soit rattrapé par la loi et qu'il n'y ait pas eu plus de gens innovants avant, mais c'est toujours ça de prix. Donc sur l'énergie, sur le carbone, je pense que c'est acté, ça va dans le bon sens, en 9.1. Sur la réhabilitation, pas encore, et il y a beaucoup de sujets là-dessus. Et sur la nature des matériaux, on est en train de basculer. Parce que quand tu parles de décarbonisation pour une entreprise de génie civil, j'imagine que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. 2050, c'est la date fatidique pour se mettre au diapason par rapport à la neutralité carbone. Est-ce qu'un groupe comme le tien, ça attend 2050, ça se prépare ? Enfin, j'imagine que... Comment ça marche en fait ?
C'est de la clairvoyance et de la gouvernance d'entreprise associée à des compétences techniques. Alors je m'explique. Les bilans carbone chez Rabot Lutilleul, ils ont été faits il y a 10 ans. Oui. Sur le scope 3, les experts comprendront. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à mesurer que les trucs qu'on crame dans nos moteurs. On regarde vraiment tout le périmètre des bâtiments qu'on fabrique. Et on sait que nos enjeux, sans surprise, c'est là où on construit les bâtiments. Est-ce qu'on enlève des passoires énergétiques et est-ce que l'énergie de nos bâtiments, elle fonctionne exactement comme les calculs disaient que ça allait fonctionner. Voilà. Ça, c'est vraiment sur la partie énergétique. Et puis, on a la même chose sur les matériaux. Est-ce que les matériaux qu'on met en œuvre, soit en réhabilitation un petit peu, soit beaucoup quand on fait du neuf, ont augmenté ou pas les émissions de gaz à effet de serre? Donc, une fois qu'on maîtrise le périmètre qu'on doit rechercher, on cherche les solutions pour chacun d'entre eux. Donc, sur l'énergie, maintenant, 10 ans après, on les connaît. Et sur le bâtiment, sur les matériaux de construction, on sait qu'il va falloir qu'on réduise le ciment, donc le ciment qui est le composant colle du béton. Oui. On sait qu'il va falloir que sur cette quantité réduite de ciment, on bascule vers des ciments qui sont beaucoup moins émetteurs dans leur cycle de vie. Et on sait que les matériaux complémentaires devront venir soit de l'économie circulaire, du recyclage, ça veut dire que leurs émissions de gaz à effet de serre, elles ont déjà imputé à leur premier usage, soit de la biomasse. Biomasse matière. Voilà. Donc, par exemple, si le chèque qu'on voit ici, s'il était construit dans 3 ans, il aurait un noyau béton bas carbone et il aurait probablement des montants, des poteaux et des poutres en bois et une façade bois. Voilà. Comme il a été conçu il y a 4 ans, ou 3 ans, 3-4 ans, et que les contrats ils datent de cette époque-là. Ça n'avait pas été à l'époque. Ça aurait été un exploit extraordinaire, voire une frayeur de la part de notre client de voir toute cette quantité de bois, alors que d'habitude les bâtiments sont en acier. Enfin, des bâtiments de cette taille-là sont en acier ou en verre. Ça y est, c'est passé. Donc là, tu me parles de changement de culture, de transformation. On pourrait même parler de transformation digitale, parce que j'imagine même qu'en interne, ces changements, on peut l'associer à la transformation digitale de l'entreprise qui doit travailler différemment. Comment une entreprise comme Rabot Lutilleul aborde cette transformation digitale, ces changements de paradigme? Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Est-ce que c'est compris facilement? Comment ça se passe? Alors il y a 2 mots. Le premier, transformation, il est comme dans tous les sujets d'innovation. Il va y avoir les pionniers, les early adopters, la late majority, etc. Donc il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon, c'est de la conduite du changement traditionnel. Ce qui est particulier sur la transformation digitale au service de la renaissance écologique, c'est que en fait, le digital, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas trop pourquoi ça arrive. Et l'écologie, c'est l'inverse. On sait pourquoi il faut le faire, mais on ne sait pas trop comment. Et oui, c'est ça. Et là, hop, on a une espèce d'intersection magique. En tout cas, il faut qu'il y ait une intersection magique, c'est-à-dire que l'objet digital qu'on installe au sein de nos chantiers, au sein de nos conceptions, serve à faire des bâtiments plus efficaces et plus écologiques, au même prix, avec plus de services pour nos clients. Et non pas juste mettre des gadgets qui font papa-maman avec la cafetière et la brosse à dents connectée qui servent à pas grand-chose. La fameuse IoT, là. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on regarde les fondamentaux de Rabot Lutilleul, de Nacara, de Tisserand, et on se dit d'abord quel usage. Déjà. Donc on retourne sur les hommes et on retourne sur l'écologie. Et les usages, ils sont très bien documentés, notamment par l'association Smart Building Alliance, et qui fait vraiment du digital au service de la transition écologique, au service de la frugalité. Donc c'est pas plus d'objets digitaux, c'est les bons objets digitaux au bon endroit pour obtenir la performance et la frugalité requise. Et c'est pas si évident parce qu'il y a parfois quand même des vendeurs de tapis dans ce monde-là comme dans d'autres milieux qui veulent installer des tas de trucs et on ne sait pas encore très bien pourquoi. Donc ça, c'est vraiment la partie usage et elle est assez simple en tout cas, culturellement, chez Rabot Lutilleul, chez Nacara et chez Tisserand, c'est assez simple. Ce qui est nouveau chez nous, c'est la compétence informatique. C'est vraiment le BTP, l'immobilier, c'est l'un des secteurs les plus à la traîne en matière d'informatique. On a 30 ans de retard sur l'industrie du disque. Ça pourrait ne pas paraître en plus de l'extérieur. Si. Et nous, on a eu la chance, alors nous, chez Rabot Lutilleul, on a eu la chance d'avoir une direction générale qui a assez vite compris le sujet, d'avoir recruté des DSI de très haut niveau qui nous ont permis de basculer pour nos usages en tant qu'entreprise et puis au service de nos projets, de passer le cut assez vite. Voilà. Donc on est passé très très vite du 19e puis au 20e siècle et maintenant on est pleinement au 21e siècle sur nos outils de travail. On a vécu et on a survécu à une cyberattaque l'an dernier en russe, payée en bitcoin. Qui a fait du bruit. Qui a fait du bruit, mais c'est grâce à la compétence de notre service informatique qu'on s'en est sorti. Et cette compétence, elle est au service de nos projets.
et des clients de nos projets désormais. Donc la cybersécurité intègre Rabot du Tilleul et les marques on était prêts, on était prêts de justesse, j'allais vous dire, mais on était prêts. Et c'est pareil par rapport au Covid, on était prêts sur la transition numérique et sur le travail à distance. On a su fermer nos chantiers qui sont d'ailleurs pilotés par un système de mesure de la performance énergétique, mesure des nuisances, tout ça remonte dans un cloud qui permet de piloter, etc. Donc on a fermé nos chantiers le lendemain du discours du président de la République en une demi-journée et on est tous passés en télétravail pour ceux qui le pouvaient en une demi-journée également. Voilà. Donc on était vraiment prêts. Et ça nous a permis de gagner un temps fou dans les pratiques culturelles. Ça nous emmène sur notre cœur de métier, parce que notre cœur de métier, c'est pas les bureaux, notre cœur de métier, c'est de faire des bâtiments pour nos clients. Et donc là, petit à petit, on numérise nos chantiers. La maquette numérique arrive dans la conversation assez naturellement. Mais il faut que la maquette numérique, elle serve le projet, qu'elle serve la conception du projet, qu'elle serve les usages du projet et qu'elle serve le chantier en respectant les fondamentaux de ces différents chantiers. Et c'est hyper compliqué de numériser un chantier parce que les chantiers, par définition aujourd'hui, ils ne sont toujours pas standardisés. Voilà. La numérisation, c'est qu'on standardise une fonction. Le digital, c'est des 0 et des 1. Donc, il faut standardiser des fonctions. Et les chantiers, ça fait 100 ans qu'on se dit, ça fait 150 ans qu'on se dit qu'ils sont tous différents, que les humains sont tous différents, que tout est tout le temps tout différent, tous les dessins des architectes sont différents. Et c'est vrai, mais on n'arrivera jamais à numériser ça si on considère que c'est toujours tout différent. Donc on est vraiment, nous, en train de se concentrer sur... alors il y a des tas de mots, mais notamment le mot hors-site qui arrive, c'est-à-dire de considérer le bâtiment comme un assemblage infini d'éléments standards. Et si on manipule un élément physique standardisé, de toute nature, soit un module, soit un élément technique, alors son avatar numérique sert à quelque chose dans la maquette numérique. Et s'il y a un 1 pour 1, alors on peut gagner beaucoup de temps en manipulant l'avatar numérique puisqu'on sait que la réalité physique va suivre. En t'écoutant, je me dis quand même que c'est une industrie de pointe finalement dans le groupe dans lequel tu travailles. Parce que finalement, le digital intègre également tous ces éléments-là. Enfin, ce que tu me dis là, c'est très pointu. C'est pointu, mais en même temps, on n'envoie personne dans la Lune. Ouais. On fait des bâtiments, il faut que ça soit robuste plus que pointu. Ouais. Et il faut qu'on puisse prendre ce qu'il y a de plus performant dans les technologies actuelles pour servir un projet, un gros projet simple. Un bâtiment, c'est un gros projet simple. Donc on prend ce qui existe de mieux, on sert le bâtiment, et ce bâtiment, lui, doit servir la lutte contre le changement climatique. Je prends un autre exemple sur la rénovation. On est chez Rabot du Tilleul Construction très en pointe sur... on va dire le plus beau projet pour moi de rénovation de logement qui s'appelle Energy Sprong. Donc c'est une association hollandaise, vous pourrez regarder sur internet, qui a importé en France le fait de rénover, de garantir la performance énergétique de maisons pendant 30 ans, toute énergie sur facture, et voilà. Donc on a fait les premiers projets au service d'un maître d'ouvrage, c'était Vilogia pour notre premier projet, c'est encore Vilogia sur le projet en cours. On a 150 maisons là, pas très très loin. Et le but du jeu, c'est d'essayer le plus possible de répéter la solution technique qu'on aura inventée pour une maison et de la déployer ensuite maison par maison. Parce qu'on gagne du temps quand on fait ça, on standardise les pratiques, on standardise les gestes et on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne de l'efficacité dans le geste, donc il y a plus de chances que la performance réelle, qui entre autres est garantie, elle soit vraiment obtenue si on répète le geste. Alors que si on invente un geste à chaque fois, c'est certes noble, artistique, romantique, artisanal, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus cher à performance égale. Donc est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui ou est-ce que c'est priorité à la performance pour lutter contre le changement climatique? Nous, on a choisi. Très bien. Deux conseils à nous partager pour soit les donneurs d'ordre, soit des entreprises qui sont dans ton secteur d'activité, justement pour se transformer, pour innover. Est-ce que tu aurais 2 conseils à nous partager? Le premier, c'est qu'il faut connaître sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est pas du blabla en l'air. Nous, on l'a fait chez Rabot du Tilleul en suivant scolairement la méthode de Simon Sinek, l'auteur des livres Start with Why. Voilà. Donc on l'a fait comme il faut. Et le oser construire des vies plus belles, c'est ce qu'on a dans les tripes depuis 100 ans. Voilà. Et quand on sait pourquoi on se lève le matin, quand on sait pourquoi les collaborateurs, quand ils sont à leur meilleur, ce qu'ils font, on peut organiser tout autour de ça. Donc vraiment, moi, mon conseil numéro 1, c'est de connaître sa raison d'être. C'est le Think Different d'Apple. Voilà. Le jour où Apple arrêtera de Think Different, ils seront morts à mon avis. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est de faire confiance à ses collaborateurs de terrain, pour que s'ils connaissent la raison d'être, ils puissent l'appliquer et l'innover et communiquer les uns avec les autres. Voilà. La création de valeur, elle se fait sur le terrain,
elle se fait sur le chantier, elle se fait au contact des clients, elle se fait moins dans les bureaux avec des chefs et des chefs de chefs. Et si on arrive à faire confiance dans le talent des collaborateurs, talent lui-même mis au service de la raison d'être de la boîte spontanément, alors on arrive à faire des miracles. Donc, raison d'être et confiance auprès des collaborateurs, la formule magique, en tout cas chez Rabot du Tilleul. Merci Rodolphe d'avoir participé au podcast Bâtiment du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.